Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous allons vous montrer une scène, j'allais dire une scène ordinaire, de ce qui se passe en ce moment même dans notre malheureux pays. Une quantité de bouteilles d'oxygène est livrée à un hôpital. Et c'est une ruée indescriptible des gardes malades, puisque les hôpitaux obligent certains malades à avoir des gardes malades pour pouvoir libérer des infirmiers et le personnel paramédical. Donc on exige des personnes qui sont très malades d'avoir un parent à côté, donc des gardes malades. Et donc c'est une ruée indescriptible des gardes malades pour tenter de prendre une bouteille d'oxygène pour la personne hospitalisée dont ils s'occupent. Chacun pour soi, chacun tentant de sauver la vie de son malade. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un garde malade du genre costaud doivent se résigner à faire partie de la liste des morts. C'est ainsi. Regardez cette scène et méditez sur l'ampleur de cette crise, sur cette totale absence des pouvoirs publics, sur cette détresse qui s'installe, sur cette loi de la jungle qui prend possession de tous les espaces et de tous les établissements publics. Une société qui revient à l'état de nature. Regardez. Tag à la tag. Une grave pénurie donc de cet oxygène vital et dont l'absence entraîne la mort pour les malades en détresse respiratoire. Le pire est que la panique aidant, de très nombreux Algériens commencent à stocker chez eux des bouteilles d'oxygène. Et cela, vous l'imaginez bien, contribue à démultiplier la pénurie. La bonne nouvelle, heureusement qu'il y en a de temps en temps, la bonne nouvelle est que la société civile s'organise, que la diaspora se mobilise pour pouvoir envoyer des concentrateurs d'oxygène et autres petites centrales qui pourraient soulager les unités de soins et pouvoir ainsi sauver plus de vies. Les Algériens commencent à tirer les conclusions qui s'imposent. Une totale vacance d'un pouvoir pourtant hyper présent dans la subversion et la répression. Ils ont compris, les Algériens, et comprennent chaque jour davantage qu'ils n'ont plus le choix et qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes, sur leur solidarité les uns avec les autres, sur leur discipline, sur leur civisme sanitaire, en attendant l'avènement d'un véritable État. La situation est donc d'une gravité extrême. Et la pandémie n'a vraisemblablement pas encore atteint son pic. Et c'est dire combien il est devenu vital pour les Algériens de se prendre en charge, de s'organiser pour tenter de sauver le plus possible de leurs compatriotes. On reçoit chaque jour le bilan du ministère de la Santé.
Aujourd'hui, on nous donne 1505 contaminations. Professeur, ça ne reflète pas la réalité. Puisque sur le terrain, toutes les structures sont saturées. Beaucoup de décès. Et on nous donne 24 décès, professeur. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres? En fait, depuis le début de la pandémie, les chiffres officiels, sont ce qu'ils sont. Ils reflètent un peu la PCR qui était à l'époque pas faite partout. Mais actuellement, je pense que la PCR est disponible dans tous les laboratoires privés, dans beaucoup de laboratoires des hôpitaux. Il y a le test antigénique aussi qui est un excellent test diagnostic. En fait, moi, vu la situation actuelle, vu le pic, vu la recrudescence de cas, je pense qu'il faut prendre les chiffres officiels, les multiplier par 30 pour avoir une idée réelle du nombre de cas de contamination par jour. Carrément, multiplié par 30. Probablement, nous sommes dans les 25-30 000 cas jour. Ce qui explique un peu la saturation des hôpitaux, parce que sur les 30 000 nouveaux cas, probablement 1% ou 1 à 3% nécessitent une hospitalisation ou une réanimation, un besoin d'oxygène. Quelle est l'urgence, professeur? Actuellement, je pense pour arrêter, stopper le pic qui est vraiment très très aigu, je pense qu'il faudrait arrêter complètement toutes les activités, tous les regroupements, faire un confinement strict pour pouvoir stabiliser ce pic ou cette vague, pour pouvoir désengorger les hôpitaux et pouvoir laisser les praticiens, les hôpitaux travailler sereinement. Aucun pays au monde, aucun système de santé ne peut faire face à une vague telle que nous sommes en train de la subir. Je pense qu'il faudrait arrêter les transmissions, couper la chaîne de la transmission en faisant un confinement strict. Et là, ça permettrait aux hôpitaux d'absorber un peu le choc. Confinement strict et augmenter la cadence de la vaccination, professeur. Alors, pour la vaccination, je pense que les citoyens qui ruent maintenant vers la vaccination pour se protéger, il faut dire la chose suivante. Quand on se vaccine aujourd'hui, on ne se protège pas contre cette vague. C'est trop tard. La vaccination est efficace un mois après, parce qu'il faut du temps pour que le système immunitaire soit immunisé pour avoir des anticorps. Donc il faudrait enlever dans la tête actuellement, si je me vaccine pour me protéger tout de suite. Non, c'est pas vrai. Pour arrêter ce pic, il faut faire un confinement strict. La vaccination est le moyen de contrôler la pandémie, mais pas durant le pic. Professeur Djidjik, merci beaucoup. Je t'en prie, cher ami. Merci, merci. Covid en Algérie, pourquoi le régime cache-t-il les vrais chiffres? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Avec moi ici sur le plateau, Anis El-Qama, psychologue, militant politique. Anis, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, depuis Alger, nous aurons avec nous, pour de courtes interventions, Mohamed Lamine Chiban, Zahra Messoudi, alors docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin, docteur Zahra Messoudi, anesthésiste, docteur Lamia Boudissa, médecin, docteur Zoubir Nebashi, médecin. Et nous allons commencer avec le docteur Mohamed Lamine Chiban. Marhaba bik, merci d'être avec nous, docteur Mohamed Lamine Chiban. Salam alaikum, Akhi Jamaluddin, tahiyya ila mes salutations à votre invité et à tous mes confrères et à mes consoeurs et confrères qui vont vous appeler d'Alger. Voilà. Merci. Alors nous venons d'écouter un professeur dont j'ai oublié le nom, qu'il me le pardonne, interviewé par pardon, le professeur Belhaj. Reda. Nous allons avoir son nom dans un petit moment. Alors, qui déclare au journaliste Hassan Chemmash que selon lui, il y aurait environ 30 000 personnes atteintes par jour, contrairement à ce qu'affirme le régime qui parle d'à peu près 1500 personnes atteintes par jour. Oui, si Jamal Eddin, c'est le professeur Rachid Belhaj, du CHU Mustafa. Non, ce n'est pas le nom que nous avons. Je vais donner son nom. Bien. Reda Djidjik. Hamdi. Reda Djidjik. Ah, voilà, Reda Djidjik. Voilà. Alors, il a eu le courage et Absolument, l'honnêteté intellectuelle de dire tout haut ce que beaucoup de professeurs pensent tout bas. Et là, je le salue et tous mes respects, toute ma considération pour ce professeur. Alors, non seulement nous le saluons tous, nous saluons son courage, mais est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Mohamed Lamine Chiban, pourquoi les médecins s'astreignent-ils à un tel silence
qui peut s'apparenter à de la connivence avec un régime qui cache des chiffres, non pas pour ne pas inquiéter les gens, bien au contraire, puisque si les vrais chiffres étaient connus, les gens feraient plus attention. Jusqu'au point où certaines personnes sont arrivées à penser que peut-être ça arrange le régime qu'il y ait beaucoup de Covid, en fait. Pourquoi les médecins rentrent-ils dans ce jeu, contrairement à ce professeur, et pourquoi ne livrent-ils pas les véritables chiffres? Je me pose la même question, et heureusement qu'il y a certains qui ont ce courage, dont même le professeur Neckel, qui vient de déclarer qu'il déclare en crack que les médecins sont au bord de la déprime. Le professeur Belhaj, qui a eu aussi le courage de dire ce qui se passe au CHU Mustapha, et d'autres professeurs. Maintenant, les autres médecins, ceux qui se taisent, tarikh yahkum alayhum. Yibqa si Jamal al-Din, il est vrai que l'administration, elle est incapable de fournir le besoin d'oxygène dans les hôpitaux. Et ça, c'est la mauvaise gestion, c'est le résultat d'une mauvaise gestion, et nous récoltons ce que nous avons semé. La question que je me pose, où est le Croissant Rouge algérien? Où est le ministère de la Solidarité nationale? Alors, il est temps que l'ANP, avec son fort budget, s'implique davantage. Il ne suffit pas de dire que nous mettons à la disposition de la population un hôtel. Un hôtel de 120 places. Un hôtel de 120 places. C'est dérisoire, vu le budget qui se trouve au niveau de cette institution militaire. Et puis, n'allez pas très loin. À Akbou, ce sont des opérateurs économiques privés, locaux, qui ont placé une centrale d'oxygène au niveau de l'hôpital. À Batna, au centre des Aurès, à Batna, ce sont des citoyens et en plus, il y a la diaspora que je salue, cette diaspora qui est en train de récolter des fonds pour envoyer des concentrateurs d'oxygène. Heureusement que le ministère a autorisé enfin cette interdiction par les pseudo-députés. Les pseudo-députés, les fhalou illa pour interdire justement l'aide de la diaspora. Heureusement que ce ministère a autorisé enfin aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle, pour permettre à la diaspora d'envoyer, d'autoriser donc pour l'envoi de ces concentrateurs. Et en plus, je vous informe qu'il y a un citoyen qui est disposé, et je vous donne l'information, à offrir 1000 concentrateurs d'oxygène. 1000 concentrateurs d'oxygène. 1000 concentrateurs d'oxygène. Un citoyen est disposé à envoyer 1000 concentrateurs d'oxygène, et je le dis en direct, il est en contact avec Jum'iyat al-Ulama al-Muslimin Jazairiyin pour qu'elle puisse prendre en charge cet important. Est-ce que ce serait trop demandé que d'avoir son nom? Je ne peux le dire. Mais ça, je vous donne l'information qui vient de l'association des oulémas. Et quelle est la capacité d'un concentrateur d'oxygène? Vous savez, si Jamal al-Din, maintenant, c'est pas moins de 10 litres. Parce que le débit maintenant, ce variant Delta, il est tellement très contagieux, au point où maintenant, la plupart des malades qui se trouvent dans les services de réanimation ne se suffisent plus avec 10 litres par minute. Alors là, c'est jusqu'à 20, 25, 30 litres par minute. Est-ce que c'est ce manque d'oxygène qui expliquerait le nombre de morts, ou y a-t-il une autre raison que vous connaissez, qui soit médicale, d'ordre médical? Il n'y a pas que ce manque. Pasteur, le microbe, c'est rien. Le microbe, il dit... Le virus, enfin, pour dire le virus, le microbe, c'est rien. C'est le terrain qui est tout. Alors nous, c'est tout le terrain, c'est le tout.
c'est le tout. Alors là, quand vous savez que le plastique, le virus, quand il est au niveau d'une bouteille de plastique, il peut rester 7 jours. Il peut contaminer durant 7 jours. Alors là, c'est un tout. Il faudrait que les services communaux s'impliquent, il faudrait que le service de nettoiement s'implique, il faudrait que la population s'implique. C'est un tout aussi, Jamal Eddine. Donc lavage des mains et tout ça, c'est un tout. Et là, il n'y a pas de propreté. Notre pays est sale, il faut le dire. Les services communaux ne font pas leur travail correctement. Est-ce qu'il y a, Mohamed Lamine Chiban, il n'y a pas que l'oxygène, si j'aime le dire, il n'y a pas que l'oxygène, mais c'est un tout. Les canalisations qui n'arrivent pas au niveau des services, c'est un tout, mon ami. est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Ou Oui, est-ce que le mal est répandu de façon équitable, j'allais dire? Les grandes agglomérations, alors Alger, Oran, Tizi Ouzou, Stif, Constantine, et puis là, au niveau de l'Est, dont je vous parle, le Bouadi, Tbessa, ça c'est des wilayas qui ont été très touchés. Chlef. Mais c'est une contagion, elle va toucher toutes les wilayas. Et si j'aime le PIN, le personnel de santé, il est dépassé. Le personnel de santé est épuisé. Le personnel de santé est désarmé. Il est affaibli par le nombre de médecins que nous perdons tous les jours. Le dernier, le professeur Mansouri, dont nous perdons la crème des médecins. Est-ce que vous avez le chiffre global des disparitions, des morts, des décès de médecins et de personnels paramédicaux? Nous avons atteint les 220 médecins, les 200 médecins que nous avons perdus. Est-ce que vous savez, durant ces 24 premiers jours du mois de juillet, nous sommes à 24 médecins disparus. Je répète, durant ces 3 semaines, depuis le début du mois de juillet, nous sommes à 24 médecins, Allah yarhamhum. C'est une hécatombe, c'est terrible ça. C'est une hécatombe, il viendra un jour, si on continue comme ça, le malade arrive à l'hôpital, il ne trouvera ni médecin, ni infirmier. Et là, justement, j'interpelle les autorités pour qu'ils recrutent en urgence des médecins, pour qu'ils recrutent en urgence les paramédicaux. On n'a pas besoin de sourds, des avions de chasse pour le moment. Nous avons besoin d'oxygène. Le pays a besoin d'oxygène. Merci beaucoup, docteur Mohamed Lamine Chiban, pour votre participation et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, dans de meilleures circonstances. Anis El-Qama, c'est très inquiétant ce que nous sommes en train d'écouter. C'est tout bonnement une hécatombe. Je suis accroché à mon téléphone, je regarde les nouvelles de manière à savoir un peu ce qui se passe. J'ai des amis qui sont dans le milieu médical, j'ai des amis qui sont sur place dans les hôpitaux. Je partage ce que je peux avec mes maigres moyens. On fait ce qu'on peut pour pouvoir alerter la population. Mais je pense que la situation est pire que ce qu'on a vu en Tunisie. Ou au moins égale. Parce que les vidéos qu'on a pu partager sur les réseaux sociaux, par exemple dans l'hôpital de Chlef, on dirait de la médecine de guerre. Oui. J'avais comparé ça à Gaza, à Tripoli en guerre, c'est-à-dire des personnes dehors, dans les escaliers, dans les couloirs, par terre. Il y a même une image horrible et j'étais vraiment troublé de voir ça d'une femme à Alger, je crois, qui était en train d'être réanimée à l'entrée de l'hôpital. On va essayer de la voir à côté de vous, l'image de cette personne qui est morte et qui est décédée en fait. Voilà, on essaie de la ranimer. De l'hôpital, on essaie de la ranimer. Apparemment, elle serait décédée. Allah yarham moutana. Je suis très inquiet. On la voit à côté de vous là. Hein? Voilà. Elle est terrible. Dehors, à côté de l'hôpital. Oui. Je vous laisse poursuivre, Anis El-Qama. Moi, j'incrimine tout simplement le régime et sa mauvaise gestion. Voilà, je regarde face à la caméra, vous êtes des meurtriers. Vous êtes responsables de tous les morts qui se passent actuellement. Il n'y a pas que le Covid. Ce n'est pas le Covid qui tue en réalité, c'est la mauvaise gestion. Oui, ça peut tuer des personnes qui sont âgées, qui sont en danger, qui ont des comorbidités, donc qui ont d'autres maladies graves. Mais il y a énormément de gens qu'on aurait pu sauver, notamment des jeunes. Pourquoi? Je vais étayer ce que je veux dire. Je vais étayer mes propos. Il n'y a pas de problème d'oxygène en Algérie.
de toutes les informations que j'ai pu rassembler, j'ai parlé avec des professeurs, des chefs de service, il n'y a pas de problème de quantité d'oxygène. Le problème est dans la distribution. Et qui distribution dit gestion. Et qui dit gestion dit politique. Il faut dire les choses clairement. Ce n'est pas un médecin qui est responsable ou un garde-malade d'envoyer telle quantité d'oxygène de tel centre à un tel hôpital. Ce n'est pas le peuple qui est responsable de cela. C'est les directeurs dans le ministère de la Santé, c'est la planification au sein du ministère de la Santé. Donc c'est un problème éminemment politique. Parce que ce sont des gens en col blanc, ce ne sont pas des médecins, ce sont des personnes désignées, souvent de la SABA. Bien sûr qu'il y a des personnes sûrement compétentes, mais 1 sur 100 ou 1 sur 10, comme dans tous les ministères. Et c'est eux qui sont responsables mais pourtant, de tout ils cela. ont eu le temps, tout ce temps de répit que leur a laissé voilà, il y a eu un temps de latence. Où il aurait pu prévoir l'oxygène, où ils auraient pu prévoir, par exemple, on nous parle de canalisation pour acheminer l'oxygène depuis la centrale jusqu'au lit du malade, qui sont toutes bouchées, calcifiées. Ils auraient pu profiter de ces mois, de plusieurs mois d'accalmie. Bien sûr, d'autant plus ils n'ont rien fait. D'autant plus que le Covid est apparu en Asie et ensuite en Europe. Et par la suite, ça a touché le continent africain. Et ça a commencé par épargner l'Algérie. Voilà, au tout début, il y avait pour plusieurs raisons. Après, je ne suis pas épidémiologue pour savoir pourquoi ça n'a pas touché tout de suite le continent africain de manière massive. Mais on avait le temps de voir venir. On avait le temps de voir venir parce que quand on parle de pic épidémique, il n'y a pas de raison pour qu'un Algérien soit plus résistant qu'un Européen. Ce n'est pas possible. On est tous humains, on est tous plus ou moins égaux par rapport à la maladie. Ça dépend de l'âge, etc. et des comorbidités, comme je l'ai dit. Mais il était possible de prévoir cela. Donc tout simplement, je le dis, je le répète, cette gestion est criminelle. Vous avez tué des gens à cause de votre incompétence. Vous continuez à tuer des gens à cause de votre incompétence. Et nous vous incriminons pour ça. Et nous vous combattons pour ça. Et nous savons dès maintenant que le peuple algérien ne peut se sauver, on l'a dit dans les émissions précédentes, ne peut se sauver que par lui-même. Et la mobilisation de la diaspora, de la société civile, ne fait que confirmer cela. Nous sommes un peuple sans État, nous sommes un peuple avec une mafia qui est en train de nous tuer par son incompétence. Et qui seront coupables de non-assistance à un peuple en danger. À minima, voilà. À puisque minima, l'argent ne leur manque pas. Et c'est pas un problème d'oxygène. Ce n'est pas un problème d'oxygène. L'argent ne leur manque pas. Il n'y a aucune personne dans les services hospitaliers que j'ai pu contacter, ou des professeurs, ou des médecins, il n'y a personne qui me dit qu'on a un problème de quantité d'oxygène. Mais on a un problème de distribution. Les gens qui sont morts à Stef auraient pu être sauvés. Oui. Les gens qui meurent à Schlef, Amsterdam, peuvent être sauvés. Parce que ce n'est pas des personnes, il ne faut pas virer au fatalisme et dire oui, ils étaient âgés. Non, il y a des jeunes qui meurent. Il y a des jeunes qui meurent en ce moment parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. Alors qu'ils n'auraient pas dû mourir. C'est ce régime meurtrier qui les a tués. Et je disais donc qu'ils ne disent pas que c'est une question d'argent, puisqu'en ce moment-là, où l'armée n'est pas en guerre, elle dispose pourtant d'un budget 4 à 5 fois supérieur à celui de la santé publique. Absolument. Et Dieu sait que c'est un secteur sinistré, puisque tous les barons du régime, toute leur famille, ne se soignent jamais dans les hôpitaux algériens. Nous allons en parler. Alors, nous avons avec nous le docteur Zohra Messaoudi, anesthésiste. Docteur Zohra Messaoudi, merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est Madame Messaoudi Zohra. Je suis anesthésiste à l'hôpital Arbaane Khireten dans la wilaya de Tiyouzou. Je vous remercie pour cet appel. Je vais faire juste une petite intervention face à la situation sanitaire dans notre région et notre pays ces jours-ci. Elle est vraiment critique. Sincèrement, la situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une vraie hécatombe. Beaucoup de familles qui sont endeuillées, ils ont perdu des êtres chers, des personnes jeunes, sans aucune pathologie, sans aucune maladie. Sincèrement, ça donne de la chair de poule. Sincèrement, nos hôpitaux, ils sont vraiment, vraiment saturés. Le personnel, il est épuisé, il est désarmé. Nos infirmiers, nos médecins, ils sont pratiquement à l'arrêt parce qu'ils ont travaillé depuis 2 ans comme ça de suite. Ils travaillent jour et nuit. Ils veillent au chevet des malades, à une bonne prise en charge contre la Covid-19, contre ce foutu virus qui est vraiment dangereux, il est insidieux et il ne pardonne à personne. Mais tous ensemble, nous sommes capables d'arrêter sa propagation. Tous ensemble, il faut instaurer des couvre-feux stratégiques
Il faut que l'État s'implique. Il faut qu'il y ait des plans de confinement locaux qui vont contribuer à ralentir cette propagation. Et je lance un appel de détresse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut respecter les mesures barrières. Éviter les déplacements, les regroupements, les fêtes, les funérailles, les visites. Le port de masque, il est obligatoire. Se laver les mains fréquemment, garder les distances à peu près de 2 mètres. Comme ça, tous ensemble, on pourra éviter un drame. Vous savez, monsieur Benchenouf, ce qui est arrivé en Inde peut arriver chez nous. On n'est pas loin. On peut éviter cette contamination et de contaminer les autres. Il suffit juste d'appliquer les mesures de prévention. Alors, j'aimerais vous poser la même question que celle que j'ai posée au docteur Mohamed Lamine Chiban, et je la poserai aux autres médecins aussi. Pourquoi est-ce que le corps médical s'interdit-il de communiquer les vrais chiffres et de lancer une vraie alerte comme vous venez de le faire? Personnellement, je peux lancer le chiffre qu'il y a dans notre hôpital, de dire qu'il y a 80 malades hospitalisés, il y a des malades qui sortent, il y a des malades qui rentrent. C'est vrai que les hospitalisations se font pratiquement de 20 personnes, de 15 à 20 personnes par jour, mais il y a des malades sortants, comme bien sûr on perd des malades comme tous les hôpitaux en Algérie, par ce manque d'oxygène. Mais notre direction et notre personnel soignant et les équipes techniques veillent à ce que cette distribution anarchique d'oxygène soit rétablie convenablement. Mais on nous parle aussi, docteur Zahra Msaoudi, on nous parle aussi de solidarité agissante. Je ne suis pas médecin. Pardon? Je suis anesthésiste, je ne suis pas médecin, je suis anesthésiste. Ah, mais moi je pensais qu'on donnait le titre de docteur aux anesthésistes. Ah, d'accord. Non, je suis une auxiliaire médicale en anesthésie réanimation. Ah, parfait, mais je vous remercie pour la précision. Alors, on nous dit que des solidarités agissantes se mettent en place. Mohamed Lamine Chiban vient de nous dire qu'un monsieur, une personne seule, un bienfaiteur se dit disposé à offrir 1000 concentrateurs. Ici, à Tizi Ouzou, à Nesiresen, on a l'association des mains tendues, le Croissant Rouge algérien, et je tiens aussi à souligner les comités des villages de toute la région. Eh ben, ils ont donné beaucoup d'argent, une quête importante qui dépasse 45 000 € pour acheter un générateur d'oxygène qui peut alimenter le réseau de distribution d'oxygène dans notre hôpital. Et il permet de répondre aux besoins d'oxygène médical pour tous les malades et tous les établissements de santé. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Zahra Msaoudi. Monsieur Jamel Benchenouf, oui. Vous savez, il y a une anecdote qui dit, quand on parle, c'est un langage de rue. Oui. On dit qu'il n'y a personne, qu'il y a nul qui peut nous priver d'oxygène. Eh bien, sachez qu'on peut mourir par faute d'oxygène, par faute de ce dernier. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est vrai qu'on disait il n'y a que l'air qu'ils n'ont pas pu nous enlever. Eh bien, ils nous y sommes. L'État qui est absent, et j'espère que cet État mafieux, il va payer un jour. Voilà. Merci beaucoup. Et j'insiste à ce que les gens prennent conscience et essayer de prendre les mesures barrières, de s'auto-confiner et de rester chez eux. Merci, monsieur Jamel Benchenouf. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver à Texaha. De vous entendre. Allez-y, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, docteur Zoubeir Nebbachi est avec nous. Docteur Nebbachi, merci d'être là avec nous depuis Tébessa. Zoubeir Nebbachi. زبير ياك تسمع فيا زبير يا زبير il y a un souci? On laisse la régie régler le problème et nous allons revenir dans un petit moment. Alors, Anis Elkama, on dirait que dans le corps médical, il y a comme quelque chose de nouveau qui vient de surgir, ce refus de se plier à l'omerta, à taire les vrais chiffres, et de plus en plus de médecins sont en train de sortir. Et nous allons écouter justement le professeur Nekkel, à 11. Docteur Nekkel, voilà. C'est catastrophique, il n'y a pas un autre mot, hein. Catastrophique. Et partout, aussi bien pour les malades,
que pour le personnel, il ne faut pas oublier que ça fait maintenant pratiquement un peu plus d'1 an et demi. On est sur ce problème. Et ces derniers jours, ça a changé, effectivement. Voilà. On se retrouve avec de plus en plus de malades, de plus en plus de contaminations, de plus en plus de sujets jeunes, de plus en plus de demandes. De plus en plus de décès. De plus en plus de décès, oui. Plus le nombre augmente, donc le nombre de décès augmente. C'est une espèce de proportionnalité, hein, c'est normal. Et puis, voilà, il se trouve qu'on est débordé, il faut dire la vérité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a eu des prises de décision qui, à mon avis, sont un petit peu tardives pour aider un peu les hôpitaux, ou en tout cas les centres qui prennent en charge ce type de malades. Vous savez, on n'hospitalise que des malades qui sont graves. Les malades qui n'ont pas besoin d'être sous oxygène, voilà, ils ne sont pas hospitalisés. Donc, la situation est simple. On a besoin de, tout simplement, beaucoup plus de moyens. Tout le monde parle d'oxygène, mais il n'y a pas uniquement que l'oxygène. On a besoin de personnel. Il y a beaucoup de médecins qui doivent, à mon avis, être sollicités. Il y a le privé et les personnes qui sont en dehors des CHU. Il y a probablement des volontaires. Il faut lancer un appel pour que tout le monde participe. C'est une guerre. Il n'y a pas un autre mot. C'est une guerre. C'est une guerre. Oui, harb. C'est une guerre. C'est une guerre, oui, c'est une guerre. Et c'est vrai, c'est une guerre. Alors, la question d'abord. Le ministère de la Défense, dont on sait qu'il s'est doté d'équipements militaires, d'armements, au point où peut-être il ne sait même plus où les stocker, au point où il ne peut peut-être même pas les entretenir, tellement c'est volumineux, c'est énorme. Depuis des années, depuis plus de 20 ans, un budget d'acquisition énormissime, parce que ça permet d'engranger beaucoup de commissions sur les ventes, sur les achats, des rétro-commissions pour les copains. Alors que nous avons un secteur de la santé totalement sinistré, puisque les barons du régime eux-mêmes ne se soignent jamais dans les hôpitaux, avec leurs familles, qui vont soigner dans les hôpitaux étrangers. Pourquoi est-ce que maintenant qu'il y a une véritable guerre engagée par la santé, par le secteur de la santé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Je sais que je suis très bisounours, je suis très naïf de le dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne déplacerait pas le budget de l'armée vers celui de la santé, qui en a le plus besoin? Être bisounours. Je vous rappelle qu'en Alsace, lorsqu'il y a eu le pic de pandémie ici en France, les militaires ont dépêché des hôpitaux portables, et avec des tentes, etc. L'armée, normalement, a les garanties de l'unité. Ah, pardon, Anis, il y a un souci dans votre micro. Là, ça va mieux. Ils vont venir le réparer tout de suite. Alors, mais nous allons prendre Dr Lamia Boudissa. Dr Lamia Boudissa, merci d'être avec nous. Lamia Boudissa. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Il y a Lamia un peu Boudissa. de friture, mais bon, je vous entends bien maintenant. On vous entend parfaitement bien. Ne vous Merci. inquiétez pas. Alors, Merci. merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'en est-il à Alger, la situation, le Covid, le manque d'oxygène, la désorganisation, l'absence des pouvoirs publics? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Écoutez, ce matin, j'ai enterré une très bonne amie à moi, qui est pharmacienne de formation. Donc, j'ai passé la matinée à l'hôpital Safa. Rien que la matinée, j'ai vu 4 morts rentrer à la morgue. Donc, pour nous dire qu'il y a 10 et 15 malades, c'est un peu gros pour passer. La première des choses... Et pourquoi est-ce qu'il... Oui, je vous en prie, allez-y. En ce qui concerne les chiffres exacts, on ne peut pas l'avoir du point de vue national. Parce que on peut connaître le local, chacun de son côté. L'hôpital Mustapha peut nous dire après combien ils ont eu de décès, Kouba et Nadja à peu près. Mais le national, ça c'est le ministère de la Santé qui pourra réellement nous le dire honnêtement. Et pourquoi ils ne le disent pas, justement? Personne ne comprend pourquoi ce régime revoit-il à la baisse les vrais chiffres. Est-ce pour dire qu'il n'est pas incapable, qu'il n'a rien fait, qu'il gère normalement, ou est-ce
pour ne pas inquiéter les Algériens, alors qu'il faut les inquiéter justement pour pouvoir les inciter à plus de précautions? Et écoutez, je pourrais vraiment pas vous répondre. C'est vraiment bête de revoir à la baisse le nombre de morts et le nombre d'attaques. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire peur, à leur donner, à réveiller la conscience des Algériens. Oui. C'est incroyable. Et pour ce qui est de la vaccination, le docteur Hussein Ait Mohand, la dernière fois qu'il était avec nous, nous avait dit que ce variant attaquait surtout les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et en termes de vaccination, que se passe-t-il en Algérie? Est-ce qu'ils sont un peu commencés à vacciner sérieusement ou est-ce qu'ils sont toujours à quelque chose comme 1 ou 2%? Écoute, la vaccination commence de manière très sérieuse ces temps-ci. Tant mieux pour nous. Seulement, je pense qu'il faudrait avoir beaucoup plus de points de chute parce qu'on ne pourra pas à ce rythme-là. Je pense même qu'il faut ouvrir des écoles pour pouvoir vacciner un maximum. Voilà. Mais on nous parle de pistons, de pistons pour se faire vacciner. C'est vrai? Là où je suis dans un centre de vaccination, je peux vous assurer que non. D'accord. Il y a énormément de personnes qui viennent. La vaccination se passe de 8h jusqu'à 18h. Les derniers moments, il y a des moments où on descend à la rue pour demander aux gens de venir. C'est vrai que maintenant les gens se vaccinent beaucoup plus, mais on aurait préféré une adhésion vaccinale beaucoup plus importante. C'est comme ça qu'on pourra arrêter l'émergence de variants. Et pour ce qui est des respirateurs dans les hôpitaux, est-ce que le problème a été un tant soit peu réglé? Est-ce qu'ils ont fait l'acquisition de nouveaux respirateurs ou est-ce toujours la même carence, le même manque, la même insuffisance? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait assez de concentrateurs. Le problème qui se pose, d'ailleurs, par votre biais, je voudrais remercier une influenceuse, c'est Numidia, qui a fait un travail magnifique pour éveiller, c'est-à-dire la diaspora. À elle seule, je pense qu'elle a pu avoir 196 000 euros pour pouvoir acheter c'est un travail faramineux. On ne la remerciera jamais assez. Il y a réellement une mobilisation qui s'installe dans la diaspora pour pouvoir venir en aide à leurs compatriotes du pays. Effectivement, il y a aussi des hommes d'affaires qui ont mis la main à la poche. Par exemple, au niveau d'Akbou, de Bourni, de Tizi Ouzou. C'est-à-dire que les gens se sont pratiquement pris en charge d'eux-mêmes. On a compris maintenant. On n'est pas encore vacciné contre le Covid, mais on est vacciné contre le mensonge. Eh ben, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Lamia Boudissa. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Pardon? Alors, en attendant de recevoir Zobir, Anis El-Khama, nous disions tout à l'heure... Oui, on parlait d'allouer les ressources militaires pour... Oui. Pour moi, ça devrait être logique, ça devrait aller de soi. Parce que l'armée est là, garante de l'unité nationale, mais aussi de la protection de la population et du pays. Donc, c'était juste pour donner un exemple, ici en France, en Alsace, lorsqu'il y a eu le pic épidémique incroyable. On a même vu des hôpitaux de campagne. Voilà, des hôpitaux de campagne militaires être utilisés à ces fins-là, donc des fins de traitement des gens, enfin au tout début quand il y avait un tâtonnement par rapport au Covid. Là, on sait qu'on a un vaccin. Je le répète, aucun vaccin dans le monde, et tous les spécialistes peuvent vous le dire, aucun vaccin ne protège à 100%. Donc même si on fait le vaccin, il faut toujours tenir les mesures sanitaires, donc distanciation sociale, isolement en cas de maladie, etc. Mais ce qu'on sait sur le vaccin chinois, c'est qu'il protège à 50%. Certains vont dire que ce n'est pas assez, mais c'est déjà ça. C'est vrai que c'est bien loin de Pfizer, qui est à 97%, d'AstraZeneca ou d'autres, ou même du Sputnik. Et la question se pose, c'est Tebboune qui disait « Oui, mais le Jazair, nous avons des amis, pourquoi ne pas avoir ramené le Sputnik ?» Je rappelle qu'en Amérique du Sud, l'Argentine, par exemple, ils vaccinent
à quasiment 90% avec le Sputnik. Et Sputnik est très efficace, il est à 97% d'efficacité. Donc Vous nous pourquoi avez dit beaucoup de choses. Voilà. Vous avez dit aussi qu'on a le fameux hôpital chinois qui devait être construit, qu'on allait produire le vaccin russe, et ça aurait été excellent si on avait le vaccin russe. En avril 2020, il n'y aurait Voilà. plus la pandémie. Donc, comme le dit ce docteur, le peuple algérien n'y croit plus. Hein. De toute façon, on a réellement consommé avec cette pandémie une rupture totale. Et je ne vais pas vous mentir que je m'en réjouis. Moi qui suis militant politique, qui sensibilise les gens sur le fait d'être en rupture totale avec ce régime, on s'en réjouit parce qu'on l'a dit dès le début. Les personnes sont en train, malheureusement, de payer les pots cassés, et c'est le peuple qui paye les pots cassés. Ça qui est dur, c'est ça qui est dur à avaler, ça qui est dur à accepter, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, eux vont se faire soigner en Suisse, ils vont se faire soigner en Allemagne, ils vont se faire soigner en France. Ils n'ont pas ce genre de problème. C'est le peuple qui paye les pots cassés. Sur la mobilisation de la diaspora, ce n'est pas nouveau. La diaspora a toujours été au chevet et en solidarité totale, en faisant un seul homme avec la population à l'intérieur du pays, et ça depuis l'étoile nord-africaine, depuis les années 20. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des familles entières qui vivent grâce au travail des gens à l'étranger, un peu partout en Algérie. Donc, nous, comme on dit, c'est Blem Zitna. C'est Blem Zitna qu'on va aider, c'est Blem Zitna qu'on va faire tout ça parce qu'on est algérien. Parce que là où on sera dans le monde, en Suisse, en Suède, au Japon, on restera toujours algérien. Et cet élan de solidarité, je félicite les influenceurs et influenceuses qui ont fait un travail formidable. Et il faut continuer dans ce sens-là. On avait parlé tout à l'heure, et je ressouligne que, et je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur mon compte, sur ma page Facebook, j'ai partagé le document disant que les Algériens qui veulent envoyer un concentrateur d'oxygène, la procédure est facilitée. Donc une personne à l'étranger peut envoyer un concentrateur d'oxygène. Donc si vous avez les moyens, envoyez. Si vous pouvez vous cotiser pour en acheter un, je ne saurais pas vous dire. Je ne me suis pas encore informé précisément. On va demander à Céline de se renseigner. Donc si les personnes peuvent en acheter et les envoyer, faites-le. On n'a pas à recevoir de remerciements parce que c'est normal. Les gens en Algérie n'ont pas à nous remercier parce que c'est notre pays. Il en va de notre responsabilité aussi. Mais il faut rappeler que ce régime qui a tout fait pour nous ostraciser, qui a tout fait plutôt pour nous exclure avec le fameux article 51, si vous vous souvenez, dans la Constitution, qui est toujours courant, il porte d'autres noms, mais en tout cas qui exclut les gens qui ont déjà porté une nationalité étrangère. L'article 51 qui a changé après, oui. Oui, voilà, qui est devenu, je crois, 40 ou quelque chose comme ça, mais c'est juste le chiffre qui a changé, l'article est toujours présent. Mais c'est un article qui exclut la diaspora de tout travail politique ou une personne qui vivait à l'étranger, qui serait rentrée en Algérie. Qui n'a plus le droit. C'est-à-dire même si vous êtes né franco-algérien et que vous êtes le plus brillant, juste le fait d'être né franco-algérien par hasard vous enlève le droit d'avoir certains postes politiques en Algérie. Ça, c'est grave. Même si vous déchouez, vous enlevez l'autre nationalité, vous faites déchoir de l'autre nationalité. Et ça, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la diaspora, malheureusement à cause de la fuite des cerveaux, conjuguée aussi aux années 90, etc., c'est le refuge de toutes les personnes qui réellement sont compétentes et qui aiment l'Algérie. Il y a des personnes compétentes, bien sûr, en Algérie, mais la diaspora, moi, je suis très fier de faire partie de la diaspora étrangère parce que c'est une diaspora éduquée, c'est une diaspora patriote et j'espère que les Algériens en Algérie prendront conscience pour l'après-régime politique et qu'ils sauront intégrer le fait que l'Algérie de demain se fera avant tout, un peu comme dans l'équipe nationale, avec la diaspora et jamais sans. Et je rappelle que la diaspora, ou pour d'autres, la communauté algérienne à l'étranger, pendant la Révolution, a été le principal pourvoyeur de fonds pour l'armée de libération nationale. L'étoile nord-africaine. Très loin devant la Chine, très loin devant la Russie, devant l'Allemagne, devant l'Égypte. Je vais aller plus loin que ça. La conceptualisation, pour moi, à mon avis, la conceptualisation moderne du nationalisme algérien s'est faite à Paris, dans l'étoile nord-africaine. Absolument. Et dans la région parisienne, avec Messali El-Hadj, avec les ouvriers de l'étoile nord-africaine. Absolument. Donc, faut-il rappeler ce genre de choses ? On peut les rappeler, mais l'histoire se répète. C'est-à-dire, on sera toujours liés de manière inconditionnelle à nos frères et sœurs. En Algérie, on ne les lâchera jamais ou Blem Zitna. Inconditionnel et indéfectible. Voilà. Personne ne pourra nous séparer. Jamais. Alors, Zoubir Nebbachi est avec nous, docteur Zoubir Nebbachi. Merci d'être avec nous, Khouya Zoubir. Bonsoir, c'est toujours avec plaisir que je t'entends. Merci. Mes salutations à tous tes invités, aux téléspectateurs et
et aux personnes qui suivent votre chaîne El Maharibia, la chaîne de la liberté. Merci beaucoup, Roya Zoubir. Alors, d'abord, la situation à Tbessa, j'espère que ça ne s'est pas compliqué plus qu'elle ne l'était déjà. Wesh, la situation, comment ça se passe? Ça s'est aggravé encore. C'est Alors. une situation chaotique. Oh là là. Je dis bien chaotique. Tous les services hospitaliers chargés du Covid sont submergés. Le manque d'oxygène et même les campagnes de vaccination maintenant sont menées par des syndicats autonomes tels que la SNAPAP à TBSA qui s'occupent et qui prend en charge le vaccin. Ils sont arrivés depuis une semaine maintenant à 800 patients vaccinés. Les gens ont toujours une appréhension. J'ai même dans ma propre famille, je leur demande de se faire vacciner. Ils ont peur du vaccin, je ne sais pas pourquoi. La prévention, maintenant, je pense que les gens commencent à prendre conscience quant à la distanciation et le port de bavette, mais c'est mitigé. Mais Zoubir, TBSA, on le sait, hein, déshéritée, enclavée, abandonnée, livrée à elle-même. Mais sinon, est-ce qu'il y a de vrais chiffres qui arrivent à sortir de cette omerta? Est-ce que nous savons au moins? Je suis actuellement avec les acteurs même du système de santé de la wilaya de TBSA. Oui. L'un d'eux me dit il y a eu 17 morts par jour. Oui. Et encore. 17 morts que pour TBSA, juste pour TBSA. Pour la seule wilaya de TBSA, oui. La mort, il ne trouve plus de place pour les cadavres. Il n'y a plus de place dans la morgue à TBSA. Oui, pour les cadavres. Des services d'urgence, ils envoient des cadavres à la morgue, on les retourne aux services d'urgence, par manque de place. Ah, c'est clair. Je le tiens officiellement. Hein. C'est pas du raconteur ou du conduiraton. Alors, si à TBSA, il y a 17... Alors que le régime, à vous, déclare 15 à 16 morts pour tout le pays. Alors, vous me dites que dans la seule TBSA... Pour une seule journée à Sétif, il y a eu 20 morts. Oui. Ils n'ont pas été déclarés, 20 morts. À TBSA, actuellement, la mort est submergée. C'est incroyable. Et quand je vous dis qu'il n'y a plus de place pour les cadavres, vous comprenez à peu près combien de morts. Absolument. Et au niveau de la prise en charge dans les hôpitaux, d'abord, combien il y a d'hôpitaux dans la wilaya de TBSA? Dans la wilaya de TBSA, vous savez, par moment, il y a des bâtiments qu'on emménage comme ça, comme hôpital. Bon, il y a un hôpital à Shri'a, Bir Al-Hatra, Wenza. Beccaria. Beccaria, elle est submergée. D'ailleurs, c'est le centre du Covid de la wilaya de TBSA. Il n'y a plus de place. D'ailleurs, ils orientent les malades vers la clinique chirurgicale Alia, et même la clinique est submergée. Mais si les cliniques sont submergées, si les hôpitaux sont submergés, s'il n'y a pas assez de respirateurs pour les malades en détresse respiratoire, s'il n'y a pas d'oxygène, comment empêcher les gens de mourir dans ce cas? Mais c'est incroyable. Non, on les aide à mourir. C'est grave. Voilà où nous en sommes arrivés. Restez avec nous. Restez avec nous, Zoubir. Je reviens à vous dans un petit moment. Alors, Anis Al-Qama, c'est TBSA وحدها 17 morts. Zoubir est un garçon très sérieux. Oui, mais et il a des chiffres. Quand Zoubir dit un chiffre, c'est un chiffre vrai. On remercie ces braves médecins, sincèrement, qui sont en train de passer sur votre chaîne et qui parlent aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des gens formidables avec qui j'ai pu discuter, qui parlent aussi de manière publique. Ils prennent des risques. Rappelons qu'il y a des personnes, il y a des médecins qui se sont fait licencier, qui se sont fait inquiéter par le régime au tout début de la pandémie parce qu'ils en parlaient. Donc c'est de véritables héros et je les salue vraiment pour leur courage. Je viens de faire un calcul rapide. Il y a 15 grands CHU en Algérie.
Si on calcule, que dans les grandes villes, hein, Oui, oui. si on calcule 20 morts par jour, et apparemment, 20 morts, ce serait vraiment le minimum. Que dans les CHU. Que dans les CHU. 20 morts par CHU, Ça fait 300. Ça fait 300. Ça fait 300. Et c'est- 300 morts par jour, c'est une hécatombe, c'est une guerre. Bien sûr. C'est inadmissible, c'est meurtrier, c'est plus que criminel de laisser mourir 300 citoyens par... Alors si vous multipliez par 30, etc., on peut extrapoler, c'est incroyable. Peut-être qu'on fait partie des pays les plus touchés dans le monde depuis le début de la pandémie. Et ce n'est pas par hasard, encore une fois, c'est un problème de politique, parce que qui dit gestion, dit politique. Encore une fois, ce n'est pas un citoyen lambda dehors qui est responsable de prendre un camion, d'envoyer de l'oxygène. Et si on était, pardon, à la limite un pays pauvre comme la Tunisie, enfin, avec des difficultés financières, on pourrait comprendre, on pourrait se dire, on pourrait en partie exonérer ce régime-là de responsabilité. Ils sont totalement responsables de cette bérésina, de cette guerre, de cette défaite qu'on a face au virus. Et ça ne fait que nous renforcer dans cette logique-là qu'on a eue dès le début du Hirak, de dire c'est-à-dire ces personnes-là sont criminelles. Lorsqu'ils agissent, ils sont criminels. Et lorsqu'ils n'agissent pas, ils le sont aussi. Parce qu'au final, c'est de l'inaction dont il est question, c'est de la passivité. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi avoir attendu autant? Pourquoi attendre que ce soit des personnes, et je les remercie, c'est des héros, franchement, des héros du quotidien, et parfois ils ne donnent même pas leur nom, ceux qui ont acheté la fameuse centrale à Batna ou à Arbou, qui ont construit ça à la va-vite pour pouvoir aider. Je suis sûr qu'il y a des Algériens, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, qui ont acheté 1000 respirateurs. C'est pas étonnant, ça ne m'étonne pas. On a toujours eu une tradition de solidarité. Mais il ne faut pas que cette solidarité-là cache l'incompétence crasse et criminelle de ce régime politique. Mais les gens se disent maintenant, il faut parer au plus urgent. Après, on verra. L'essentiel, non, mais moi, même si ça doit couvrir l'incompétence des pouvoirs publics, mais bien sûr. On n'a pas le choix. Non, mais pour de vie ou de mort. On sauve des vies. Bien sûr que le plus urgent, c'est sauver des vies. Mais notre travail, moi, en tant que militant politique et en tant qu'activiste, etc., c'est de dire la vérité aussi. C'est pour qu'on prenne acte. C'est pour qu'on note ça quelque part dans nos têtes. On est en train d'aider les gens, etc., qu'on n'oublie pas que ce régime est criminel. Et il nous le prouve à chaque fois. C'est-à-dire, il n'est pas criminel uniquement en mettant des gens de manière illégale dans les prisons, en poussant les gens au désespoir, en prenant des barques de fortune pour traverser la mer. Ils sont criminels parce que dans une pandémie mondiale, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Et sincèrement, j'ai beau chercher, même dans les républiques bananières africaines, franchement, le Ghana, ils ont bien géré, le Cameroun ont bien géré, relativement par rapport à leurs moyens. Relativement par rapport à leurs moyens, le Ghana a très bien géré cette pandémie-là. Donc, l'Algérie se classe, encore une fois, parmi les derniers pays en termes de gestion de la Covid. Un journaliste de mes amis, en parlait de cette question, m'a dit, tu sais pourquoi? Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, c'est pas qu'ils veulent faire du mal. C'est pas qu'ils sont incapables de s'organiser. Il m'a dit tout simplement parce qu'ils sont incompétents. Ils sont incompétents en tout. Non, ils sont compétents uniquement dans la propagande, dans la contre-révolution, la subversion, le vol, fait de déranger le des personnes parce qu'elles ont fait une publication Facebook, de mettre en prison des personnes, des pères de famille, mères de famille en prison parce qu'ils ont dit quelque chose sur Facebook. Alors là ils sont les premiers à réagir. En 5 minutes, ils sont chez vous. Ah, oui. Mais quand vous avez plus d'oxygène et plus de quoi respirer ou plus de quoi manger, il n'y a personne. Là, ils ne savent pas faire. Voilà. Alors, Zoubir Nebbachi, d'abord une question que j'ai posée à vos confrères. Pourquoi les médecins, il semble que ça commence à changer, hein, mais jusque-là, les médecins ont accepté de rentrer dans la logique d'omerta du système qui leur a demandé de ne jamais communiquer les chiffres à la presse et à l'opinion publique. Pourtant, les médecins sont les premiers à faire les frais de cette pandémie. Ils payent un très lourd tribut. Tout à l'heure, Mohamed Lamine Chibel nous a parlé plus de 220 morts uniquement parmi les médecins. Pourquoi jusque-là, Zoubir, les médecins rentrent-ils dans cette, j'allais dire, pardonnez le mot, j'allais dire connivence? Zoubir? On va le rappeler. Nous allons commencer par voir des images à chaque fois.
الوالده ربي يحفظكم كش ما تفكروا لنا اكسجين برك انا هنا في السوناطوريوم ربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله خوتي حبابي كش ما كاين سودار كش ما كاين واحد يخدم الحاجه برك خسرنا الحاج ما بغيناش نخسروها خوتي ربي يحفظكم ان شاء الله كش ما تفكروا لنا اكسجين برك ربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. Alors, en attendant de pouvoir rappeler Zoubir qui a été coupé, Anis Khama, cette histoire de la junte, hein, pour dire comme elle est, c'est le maître du pays, c'est les généraux de l'armée. Je ne dis pas l'armée. Ils ont réussi à capter l'essentiel du budget de la nation pour se faire la part du lion. Ils ont 4 à 5 fois le budget de la santé, qui est pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure et je me répète, le secteur le plus sinistré d'Afrique. Pour M. Tebboune qui nous dit que c'est le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb. Il n'y a plus ça se voit. Ça se voit. Voilà. Il n'y a plus de doute que c'est le plus mauvais système d'Afrique. Et c'est dire, hein, l'Afrique, qui est pourtant un continent réellement sinistré. À plus forte raison que la plupart des hôpitaux datent de la période coloniale. Et c'est probablement les meilleurs. Et qui sont quasiment en ruine. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une vraie discussion de fond de la société civile sur cette question pour dire, basta, on ne peut plus accepter que l'armée prenne tout cet argent dont on ne sait même pas la destination, qui n'est même pas contrôlé par le Parlement, qu'on ne sait rien. C'est la totale opacité. Personne, y compris le chef de l'État, ne sait ce qui est fait de cet argent. Alors que nous en avons un besoin urgent, non seulement pour le secteur de la santé, pour le secteur de l'enseignement, pour les populations qui basculent dans la misère par millions, pour des tas de choses. Pourquoi l'armée compte-t-elle à prendre autant d'argent alors que des secteurs vitaux sont littéralement en ruine, en faillite? Moi, je pense que c'est lié à toute la politique globale du régime. Le régime se justifie par l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Oui. C'est-à-dire un régime militaire a besoin de faire la guerre, a besoin d'attaquer, de contre-attaquer, etc. Ils sont dans une logique militaire. On le voit avec le Maroc. Bien sûr que le Maroc a une part de responsabilité. Bien sûr que la question du Sahara occidental doit être débattue. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais moi, je dis juste une chose, c'est qu'à problème maghrébin, solution maghrébine, on n'a pas besoin que ce soit l'Espagne ou la France ou l'ONU qui se mêlent de cela, parce qu'on a vocation à faire une entité globale qui serait une entité nord-africaine forte, qui ferait face aux défis à la Chine, etc., puisque l'Algérie toute seule ou le Maroc tout seul ne peuvent pas faire face aux grandes puissances. Bref, c'est un long débat, c'est une longue question. Il faut savoir que, pour moi, il n'y a pas de problème qu'on ait une armée forte. Au contraire, c'est un point positif. Qu'on ait une armée forte qui défende nos frontières, qui défende notre pays. Après, il faut dire que en PIB, par rapport au PIB, l'Algérie, avec l'Arabie Saoudite et je crois 2 autres pays, elle est dans le top 5 mondial. Lorsqu'on rapporte les dépenses militaires par rapport au PIB, dans le top 5 mondial des dépenses. Top 5 Top 5. Moi, je pensais que c'était top 10. Ah non, il y a l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a eu des baisses de dépenses militaires. Nous, ça ne fait qu'augmenter. En termes de proportion par rapport au PIB. Voilà, au PIB, à la population, il y a des tas de critères. Donc, c'est un débat qui doit être mené. C'est un débat qui doit être mené en démocratie. Et c'est surtout le fait de désamorcer la logique belliqueuse, militaire, du régime militaire, qui va nous permettre ensuite de réallouer certaines ressources dont on aurait besoin dans l'éducation. C'est-à-dire c'est un tout. Lorsqu'on décidera de se dire que le Maroc, qui a soutenu l'Algérie pendant la guerre de libération, on ne va pas réagir avec lui comme on réagit avec la France ou comme l'Espagne, ce n'est pas la même situation, parce que oui, il y a eu des personnes qui se sont entraînées dans des camps du FLN au Maroc et en Tunisie aussi. Oui. On ne gère pas ces problèmes avec ses voisins et avec des peuples frères comme on gère des problèmes avec l'Italie ou l'Espagne ou l'ancienne puissance coloniale. Le Maroc aussi devra comprendre qu'il faudra trouver une solution au Sahara occidental. Oui. Donc lorsqu'on va amorcer une politique globale, et c'est de la responsabilité et du régime algérien et du régime marocain de faire une politique de détente
et de pouvoir amorcer un débat serein, maghrébo-maghrébin encore une fois, ou nord-africain, là on pourra détendre les personnes, entre guillemets. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'oligarchie militaire. Oui, voilà. Parce qu'elle, pour pouvoir acheter autant d'armements... C'est-à-dire que j'allais venir. Voilà, allez-y. C'est une justification, c'est-à-dire que c'est l'œuf ou la poule, c'est qui vient en premier. Si on arrive à démanteler ce régime-là militaire, cette junte militaire, on pourra expliquer qu'il est de l'intérêt et du Maroc et de l'Algérie de discuter sur cette question-là. Et pour moi, ce serait aussi avec le Front Polisario, dans un débat global avec des Tunisiens, avec des Mauritaniens, avec des Libyens, parce que cette question est éminemment importante pour cette région-là. Et ça, c'est mon avis. Après, il y a d'autres personnes qui pourront avoir un autre avis. Nous allons organiser des émissions sur cette question. Voilà, et je me ferai plaisir de donner mon avis sur cette situation-là. Parce que pour moi, on ne peut pas réduire le débat sur dire c'est soit l'ONU, soit l'indépendance. Non, on peut en débattre de manière différente. Les conflits frontaliers ne sont pas nouveaux. En Europe, il y a combien d'enclaves belges en Allemagne et combien d'enclaves allemandes en Belgique et combien de conflits. L'Alsace-Lorraine, elle a été 3 fois, en une seule journée, elle est passée 3 fois d'une nationalité à une autre parce qu'il y a eu des débats et il y a eu des discussions. Mais ensuite, on trouve des solutions. Bien sûr. C'est-à-dire que, j'ai un peu extrapolé, mais pour revenir sur le sujet, le jour où on comprendra qu'il y a une nécessité d'apaiser les tensions, et je le dis encore une fois, le régime marocain a une part de responsabilité dans cela, parce qu'il attaque aussi, il fait du lobbying aussi international, là, on pourra allouer nos ressources, et au Maroc aussi. Parce qu'au Maroc aussi, il y a cette fameuse, désolé pour le terme un peu trivial, disquette, qui leur mettent en leur disant non, mais on a le problème du Sahara, il y a l'ennemi algérien. Donc encore une fois, je vais le répéter, la fameuse phrase que j'ai dit la dernière fois, si le régime marocain n'existait pas, le régime algérien l'aurait inventé. Et si le régime algérien n'existait pas, le régime marocain l'aurait inventé. Voilà. Et surtout que autant d'argent dilapidé en armement qui aurait pu servir au vrai développement. Parce que si demain l'armée algérienne n'a pas ce prétexte de l'ennemi intime qui est à côté, elle ferait quoi avec cet armement? Attaquer les États-Unis, la France, Israël? Mais de toute façon, ça sera un débat dans une situation démocratique. Absolument. Parce que dans un régime militaire, le régime militaire, par définition, a besoin d'être dans une logique d'avoir un ennemi. Sinon, il ne peut pas se justifier. Absolument. Voilà. Zoubir Nebbachi, donc j'espère qu'on peut se parler. Zoubir Nebbachi? Il y a un souci, je crois, hein? Moi, je vous entends très bien, Jamel. Très bien, moi aussi. Alors, Zoubir, d'abord, cette question, et vous en savez certainement quelque chose, vous, l'ancien médecin qui avez connu un peu tous les cercles de votre métier, de votre profession, pourquoi les médecins acceptent-ils jusqu'à maintenant d'entrer dans cette dynamique de l'omerta? Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Zoubir? Écoute, Jamel, je viens de suivre un petit peu votre invité. Oui. Et je vais d'abord rebondir un petit peu sur ce qu'il a dit, sur le budget de la défense, et dont toi aussi tu en avais un peu parlé. Oui. Mais je pense qu'à côté du ministère de la Défense, il y a un autre ministère qui, chaque année, d'année en année, on augmente son budget. Et c'est incompréhensible. Le ministère des Moudjahidines, oui. Le nombre diminue et le budget augmente. Exact. Si on prend un Moudjahid âgé de 16 ans, à l'époque de l'indépendance, il a maintenant les 80-90 ans, 6 ans, et il est au-delà. Oui. Et comment explique-t-on cette augmentation du budget qui dépasse celui de la santé également? De très loin. Il n'y a pas que le budget de la défense qui dépasse celui de la santé. Un ministère qui paye des retraités de la guerre de libération, et en majorité, je dirais que ce sont de faux moudjahid. Oui, malheureusement. C'est inconcevable. Maintenant, quant aux médecins, vous savez, on nous a mis dans leur poche depuis le jour où un médecin doit se faire la courbette pour avoir un logement, un médecin doit s'agenouiller pour certains privilèges, et je crois que le système a tout le temps fonctionné comme ça.
Et je dirais que ma génération, nous avons été un petit peu complices de cette situation parce qu'on a accepté. On n'a pas essayé de nous dépoussiérer. Oui. Pour de petits avantages, on évitait de parler de notre dignité. Oui. Voilà, Siyama. Oui. Alors, Zoubir, restez avec nous. Je vais vous poser une question sur la Tunisie, puisque un pays que vous connaissez bien. Nous allons d'abord voir une autre image. مربعة تاع الصباح الأكسجين ما كاينش المرضى راهم يموتونا كي الدبان واحد ما جا ني دي جي ني حتى واحد فوالا ما جالينا حتى واحد راهم يموتو كاع لي مالاد كاين 45 مالاد كاع راهم ديساتوري راهم غير يحبطو فوالا ما كان ني ديريكتور دو غارد ني ديريكتور جينيرال ني دي اس بي ما كان حتى واحد ما كاين حتى واحد كاع راهم قراض لي زيطا كاع راهم كارثه رحمونا يرحم باباكم الناس راهي تموت فوالا ها غير راهو جاي صافي واقيلا 12 ساعه هو جاي ها جيب 200 قرعه ما كفاش 50 قرعه جيب 200 قرعه Zoubir, un avis sur la Tunisie, sur ce qui s'y passe? Ben, comparativement à nous, d'abord c'est un pays pauvre, qui n'a pas les moyens que nous possédons, mais ils ont des moyens spirituels, ils réfléchissent, et en matière de prévention, ils nous dépassent. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour faire face à cette pandémie. Vous savez, la pauvreté les oblige à certains métiers où... bon. Oui. Allô? Oui, نسمعوك Zoubir, نسمعوك. Moi, je vous... Zoubir? Allô? On vous écoute, Zoubir. نسمعوك. قلت لك les Tunisiens n'ont pas les moyens تاعنا. Oui. Mais comparativement à nous, ils ont beaucoup plus l'esprit à l'écoute des conseils qu'on leur donne. Et je crois que eux pourront peut-être sortir de ce marasme parce que ils réfléchissent. Ils pensent avec leur tête, ni avec leur pensée, ni avec autre chose. Nous, c'est autre chose. Dès que un responsable nous lance un bobard, les gens le suivent. Ça a été dit par le premier responsable et les gens y croient. Voilà. Merci Zoubir Nebachi. C'est notre malheur. Au plaisir de vous retrouver pour nous donner des nouvelles de Tbessa. Merci beaucoup Zoubir, au plaisir. Alors, Anis El Khama, sur ce qui est en train de se passer en Tunisie, d'abord, est-ce que vous diriez coup d'État? Je dirais coup d'État, ou en tout cas minima coup de force. D'accord. L'article 80 que j'ai sous les yeux est très clair. Je vais lire texto. L'article 80 de la Constitution tunisienne. Bien sûr. Le président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle après consultation du chef du gouvernement et du président de l'Assemblée des représentants du peuple, c'est-à-dire l'équivalent de la PN algérienne, enfin le Parlement tunisien, et après avoir informé le président de la Cour constitutionnelle. Dans la situation tunisienne, il n'y a pas de Cour constitutionnelle. D'abord? Bon, on va dire qu'il n'a pas pu le faire. Très bien. Pour rester dans la légalité, Kais Saïd devait prévenir Mchichi, c'est-à-dire le chef de gouvernement. Il l'a peut-être fait. C'est possible. Parce qu'on ne dit pas qu'il doit donner leur accord. Il doit les informer. Est-ce qu'il a consulté Rennouchi? C'est possible. Là, j'ai un doute. Non, parce que Rennouchi s'est tout de suite exprimé. Oui. Et ça m'étonnerait que Rennouchi se dise qu'il a... c'est vrai que l'article est mal fait. Hein. C'est vrai que l'article est mal fait. C'est vrai que l'article de la Constitution permet, je ne suis pas constitutionnaliste, mais voilà, j'ai un minimum de logique, je sais lire, permet de se dire que peut-être qu'il a juste besoin de lui envoyer un courrier ou de le consulter. Mais pour moi, consulter, c'est quand même un peu plus, ce serait plus tachawar, c'est-à-dire discuter de ça. On peut en débattre. À la limite, on va dire, ok, même si c'était constitutionnel, même si j'y crois pas, je pense que c'est un coup de force,
un coup d'État anticonstitutionnel. Quand bien même ça serait constitutionnel. On va, avec une gymnastique intellectuelle, on va justifier ça. Très bien. C'est un coup de force contre la démocratie. Parce qu'il faut savoir que la Tunisie a évolué après la Révolution vers un régime parlementaire. Donc là, l'exécutif, notamment le président de la République, a gelé le cœur de ce qu'est la nouvelle Tunisie, c'est-à-dire le Parlement. Et c'est ce qu'il dit. Il dit « je n'ai pas dissous, voilà. j'ai gelé ». Oui, on peut jouer sur les mots, il n'y a pas de... Oui, mais attendez, je vais vous donner une autre précision, oui. Pardonnez-moi, sur le même article 80. Alors écoutez bien, hein. Après consultation du chef du gouvernement, président de l'Assemblée, en avoir informé, etc., il annonce. Alors, durant cette période, l'Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Donc on ne peut pas être gelé. Ça c'est un autre point aussi. Donc, moi j'ai pris juste le plus frappant dans l'article, c'est-à-dire les premiers c'est-à-dire points, lui les il dit premières je l'ai conditions. gelé. Voilà. Mais c'est anticonstitutionnel. Voilà, puisqu'elle doit siéger mais c'est en lié permanence. au fait qu'il n'y a pas de précision sur le fait si on peut geler ou pas. Mais on peut déduire en lisant l'article qu'on ne peut pas geler. Oui. C'est vrai que c'est pas clair, mais la situation fait que, admettons que c'est constitutionnel. Les gens savent, et je pense que les téléspectateurs qui sont en train de voir, que je ne suis pas islamiste, que je suis plus progressiste et de gauche. Enfin, c'est pas que je suis plus progressiste, je le suis. Je suis du bord progressiste algérien et je suis de gauche. Il y a Qalb Tounes qui en contredit ça. Il y a des communistes tunisiens qui en contredit ça. Oui. Nous ne pouvons pas accepter un coup de force contre, à minima un coup de force, je dis, peut-être pas un coup d'État pour certains, mais pour moi c'est un coup d'État, contre la démocratie. Parce que avant tout... Surtout en Tunisie. Avant tout, avant tout, on avait besoin, et on a besoin pour nous donner de la force, de savoir que la Tunisie a réussi. Oui. Moi, dès qu'a commencé la révolution, je me suis énormément renseigné sur ce qui s'est passé en Tunisie, sur la période de transition. Ça m'a donné beaucoup d'idées, ça m'a inspiré, ça a inspiré beaucoup de gens. On s'est dit, c'est possible. C'est possible que dans notre région, que certains occidentaux disaient pas capables d'aller vers la démocratie. Et c'était relayé aussi par nos potentats locaux qui se font l'écho de théories racistes et essentialistes disant que nous ne sommes pas prêts à la démocratie, à le peuple à Hamad, etc. Non, la Tunisie est capable. Et elle l'a fait avec ses islamistes. Comme nous pouvons le faire. Moi, je ne suis pas islamiste, mais je sais que je peux me mettre à table, et à plus forte raison parce qu'on discute plus en ce moment, on échange plus, et je fais partie des débats qui se font, qui sont inter-bords politiques, et dans lesquels on parle d'état de droit, dans lesquels il n'est pas question de dissoudre l'Algérie dans un ensemble supranational. Voilà, on reste sur l'Algérie, pays, démocratie, assemblée. C'est ça les discussions qui ont lieu en 2021 entre les progressistes algériens et entre les islamistes non extrémistes. Et il faut dire aussi qu'il y a eu évolution entre l'idéologie d'Ennahda des années 80 qui faisait des attentats et l'idéologie d'Ennahda en 2011 qui a accepté de partager le pouvoir alors qu'ils auraient pu régner sans partage. Oui. Il y avait des gens comme Merzouki, et je remercie encore ces prises de position actuelles qui ont aidé à cette transition-là, qui ont aidé à adoucir un peu les tensions entre progressistes et islamistes qui étaient largement manipulées aussi par le RCD, enfin, la propagande du régime policier de Ben Ali. Et c'est la même chose qu'on essaie de nous vendre en Algérie. On essaie de nous dire que non, vous qui êtes progressistes, vous êtes naïfs, vous allez voir, ils vont prendre le pouvoir, ils vont vous exterminer, ils vont faire ça, etc. Et ma génération n'y croit plus à cette propagande-là. On va dire clairement qu'on n'y croit plus. Pourtant, même si je comprends que certaines personnes puissent se poser des questions, c'est légitime. Et de part et d'autre d'ailleurs, c'est légitime de se poser des questions. Mais je pense qu'au jour J, il n'y a personne dans la réelle opposition politique algérienne, je ne parle pas de Mokari, de ces personnes-là qui sont pour moi hors cadre, qui sont dans le régime politique, qui sont des pantins politiques, il n'y a personne qui sort du cadre national algérien en ce moment. Et en Tunisie, c'était exactement la même chose. Les islamistes avaient leurs excès aussi, mais je veux dire, on est très loin de l'idéologie d'Ennahda des années 80. Il y a eu une évolution, c'est lié à une évolution des mouvements islamistes aussi au niveau mondial, et on prend acte. C'est-à-dire, ma génération doit prendre acte. Oui, mais quand vous dites ma génération ne se fait plus avoir comme par le passé les générations qui nous ont... Certains ne se font encore avoir. Mais aujourd'hui, la subversion, la contre-révolution, et elle continue de faire ses preuves. En Algérie, vous avez vu ce qui s'est passé.
Elle n'a pas baissé les bras. On l'avait cru disparue, éclipsée, et puis elle est revenue. Elle a réussi à semer la zizanie entre les gens, à dresser des Algériens contre d'autres. Et en Tunisie, elle a réussi à transformer la plus belle révolution contemporaine, la révolution des peuples, en un hiver boueux, puisqu'on ne dit plus le printemps des peuples, on dit l'hiver des peuples. Et vous savez qui c'est? C'est autant la réaction de l'intérieur qui s'appuie sur des personnalités de l'ancien régime. Oui, rien ne se fait par hasard. Que le Golfe, que l'Égypte, que le reste, quoi. Oui, il y a du lobbying émirati, il y a d'autres puissances occidentales. Et là aussi, en l'occurrence, c'est le cas. Bien sûr, on parle de l'influence émirati. Moi, je vais être très clair. Moi, je critique Ennahda sur sa gestion de la pandémie. Ouais. Je la critique politiquement. Ouais. Non seulement je critique parce que je ne suis pas du même bord politique, et aussi je critique de manière pragmatique sa gestion, sa mauvaise gestion de la situation. Elle est en partie responsable. Je dis en partie parce qu'il y a l'Assemblée, mais il y a aussi l'exécutif. Mais je ne cautionne pas ce coup d'État. Je ne cautionne pas ce coup d'État. Et je ne le cautionnerai pas en Algérie aussi. C'est-à-dire que pourquoi ne pas laisser faire les urnes? Pourquoi ne pas se dire que le peuple est contre, puisque Kais Saïd dit que le peuple est avec nous, il manifeste. Déjà, une manifestation, ce n'est pas un sondage d'opinion ni un vote, premièrement. Donc, ce n'est pas quelques personnes sorties dans des villes, parce qu'on a vu aussi le régime politique, surtout au temps de Bouteflika, faire sortir les gens, les cachéristes, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Absolument. Et deuxièmement, ok, Ennahda gère mal. Pourquoi ne pas laisser le peuple voter et sanctionner Ennahda? Voilà. Tout simplement. C'est comme en Algérie, c'est pareil. C'est pareil. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont des minorités qui doivent imposer des préalables, que ça doit se passer comme elles l'entendent, elles, ces minorités. Sinon, ça ne peut pas passer. Il faut interrompre le processus électoral. Ça a toujours été comme ça. Alors, et ça continue de l'être à ce moment-là. J'ai toujours dit que, en fait, les préalables, ils sont là. Oui. Qu'est-ce que les préalables? Nous voulons une Algérie démocratique, où il y a des institutions, dans lesquelles le débat politique se fera de manière libre avec les références qu'a chacun. Je ne peux pas imposer à quelqu'un d'avoir les mêmes références que moi. Absolument. Je l'ai dit, moi je suis de gauche, je suis progressiste, j'ai mes références politiques. Une autre personne plus conservatrice ou même islamiste pourra avoir ses références politiques. On discute de manière démocratique, le peuple tranche, le peuple vote. Et pourtant, vous savez très bien qu'il y a certaines forces très minoritaires, très extrémistes, qui disent non, les préalables, c'est les nôtres. C'est nos préalables. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Ils vous disent, d'accord, tout ce que vous avez dit, État démocratique, mais il n'y a pas droit à l'expression islamiste en tant que projet politique. Non, mais il dit, pour nous, c'est un préalable. C'est même pas la peine d'en parler. Je vais éclaircir une chose, parce que je crois comprendre un peu ce que vous voulez dire. La démocratie existe depuis la Grèce antique. La laïcité existe depuis 1905. Il y a eu des démocraties qui ne sont pas laïques. En Europe, la Finlande, la Grande-Bretagne, Malte et plusieurs autres pays ne sont pas laïques. L'Église est Église d'État, c'est-à-dire l'Église presbytérienne, anglicane plutôt en Angleterre, etc. Est-ce que ça les empêche d'être une démocratie? Non. Parfois, il y a des gens qui ont besoin d'un référent culturel, de se dire, voilà, il y a une religion d'État, mais derrière, il y a une démocratie qui protège les minorités dans l'exercice de leur culte chrétien ou même les athées qui sont pas croyants. Chacun est libre de tout cela. Absolument. Donc moi, c'est ma vision politique. Oui. Moi, je n'ai pas un progressisme extrémiste comme l'ont certains en disant que s'il n'y a pas laïcité, il ne peut pas y avoir démocratie. C'est faux, puisqu'il y a au contraire, c'est-à-dire les États laïcs sont même minoritaires dans le monde, surtout si on parle de laïcité à la française, c'est-à-dire séparation radicale. Ouais. Moi, je suis plus dans une optique séculariste, dans une optique un peu à la nord-américaine, etc. C'est-à-dire, sur leur billet, il y a « In God We Trust », mais on peut être musulman chez eux, on peut être... Et on retient comme base principale, fondamentale de la nation, que la seule souveraineté est celle du peuple. Absolument. Ni celle de Dieu, ni celle de... Non, quand le droit fait son travail... Quand la Cour fait son travail, quand la justice est juste, on n'a pas à avoir peur. Et ensuite, je vais dire clairement aux gens, l'Algérie ne peut pas devenir la Suède en 1 an ou 2 ans de révolution. Et
pourquoi deviendrait-elle la Suède forcément? Absolument. Pourquoi elle ne serait pas l'Algérie tout simplement? Et je dirais pour les autres, pourquoi l'Algérie serait l'Afghanistan ou l'Arabie Saoudite? Pourquoi ne serait pas l'Algérie tout simplement? C'est-à-dire ce qu'on a toujours été, un mélange d'influences africaines, orientales et aussi occidentales, puisqu'on est dans le bassin méditerranéen. Soyons fiers de ce qu'on est et surtout combattons pour changer la situation et pas pour des totems politiques, laïcité, etc. Combattons pour une réelle assise démocratique des institutions. Et ensuite, ma foi, les gens qui veulent même évoquer la laïcité, ce qui n'est pas mon cas, mais s'ils veulent l'évoquer en tant que tel, ils en auront le droit. Évidemment. Mais par contre, ne faisons pas parler des minorités actives, comme vous les avez appelées, et les faire passer pour les majorités. C'est pas vrai. Absolument. Les personnes extrémistes du côté islamiste, ils sont minoritaires actuellement. Absolument. Et les personnes extrémistes du côté, de mon côté, disons, ils sont minoritaires. Et encore une fois, on ne se fera pas avoir. Voilà. Parfait. Anis Elkama, merci beaucoup. Mohamed Lamine Chiban, merci beaucoup. Zahra Msaoudi, merci beaucoup. Lamia Boudissa, merci beaucoup. Zoubir Nebachi, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama, silmiya, silmiya, khawa, khawa, bqaw ala khair.